Alors, Nicole Leroux, aujourd'hui, le sujet des racines coloniales des ententes commerciales modernes. Il va explorer les origines coloniales des ententes de libre-échange actuelles. Depuis les années 90, l'Organisme mondial du commerce, les traités d'investissement bilatéraux et les ententes commerciales sont basés sur l'idéologie du marché libre. Mais la géopolitique, les relations de pouvoir, les intérêts des corporations ont façonné les règlements depuis plus de 500 ans. Alors, dès le début des colons, il y avait une alliance entre les États coloniaux et les compagnies pour développer des ententes commerciales. Et maintenant, les politiques actuelles reflètent ce legs colonial, si vous voulez. Alors, on veut mieux comprendre ce qui se passe maintenant. Alors, il est coordinateur de bilaterals.org, un site web qui suit l'information sur les ententes collectives, les ententes d'échanges commerciaux et la résistance. Il enseigne donc à l'Université Jean Moulin à Lyon, en France, et c'est lui qui parlait pour Friends of the Earth, Amis de la Terre, en France pendant plus de 10 ans, et il est maintenant sur le conseil de Attaque France. Alors, voici, c'est à toi. Alors, merci, Cathy. Alors, il va commencer à partager son écran. Oui, vas-y, si tu te sens confortable avec ça. Je pense qu'il est visible maintenant, donc ce serait bien de voir. Alors, il devrait pouvoir partager l'écran maintenant. Et il devrait le maximiser aussi. Très bien. Alors, merci. Donc, c'est très bien de voir tant de monde ici aujourd'hui et ceux qui participent à cet atelier-là. Alors, je vais parler des racines coloniales des échanges commerciaux, des ententes, là, et le régime. Et vous pouvez voir ici, alors, la Dutch East India Company, qui avait un gros intérêt là-dedans, il y a un musée. Et la compagnie Dutch India, alors, était un joueur central pour l'émergence des ententes, des échanges commerciaux internationaux. Alors, je voulais commencer avec une couple de citations qui résument ce dont je vais parler. Alors, ça vient de Karl Polanyi, La Grande Transformation en 1944. Et alors, il n'y avait rien de naturel par rapport du laisser-faire. Les marchés libres n'auraient jamais pu exister en permettant que les choses se produisent de manière naturelle. Ça a été mis en application par les États. Et un autre, Yash Tandon, politicien, il dit il n'y a rien qui existe comme un échange libre et équitable. C'est une fiction créée par les Anglais durant l'apogée de leur empire mercantile au 19e siècle. Donc, ça va être une partie centrale de ma présentation. Alors, on veut déconstruire un peu l'idée ou les notions que sont les échanges commerciaux, d'où ça vient, les racines, comprendre les racines, d'où ça vient. Alors, tout d'abord, c'est quoi les échanges internationaux? Alors, comment c'est géré aujourd'hui, ces investissements-là? Donc, il y a trois traités internationaux ou trois instruments internationaux qui affectent cela. Donc, l'Organisation mondiale du commerce, les ententes d'échanges commerciaux,
Et je ne vais pas aller dans les grands tout détails, là, les petits détails. Sans ça, ça prendra quelques heures. Essentiellement, l'OMC a été mise en œuvre en 1995. Il y a trois piliers. Les GATS pour les biens, les services, le GATS et le TRIPS pour la propriété intellectuelle et des traités auxiliaires, agriculture, sanitaire, phytosanitaire et des barrières aux échanges. Alors, ce qui était originaire à propos de l'OMC, c'est que ce n'était pas juste l'échange et plus, un échange de biens, de services et de tarifs, mais alors c'était des normes, des réglementations. Donc, c'était un pas d'avant depuis ce qui s'était passé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, les ententes d'échange libres. Alors, c'était pour promouvoir ces échanges-là en biens et services avec des tarifs plus bas ou sans tarifs. Et ensuite, les traités pour les investissements bilatéraux. Alors c'était promouvoir le début des investissements, protéger l'investisseur au niveau international d'un État signataire et autres investissements. Donc, on a ces définitions de base-là. Et maintenant, on peut aller dans les origines de ces échanges commerciaux internationaux. Essentiellement, comment on est passé de ces marchés médiévaux où la plupart des gens, 90% de ce que les gens achetaient était produit en dedans d'un radius de 5000, 8 km. Et alors que maintenant, les biens et services qui viennent d'un peu partout dans la planète, sur la planète, et la théorie classique de l'économie, et ça dit que tout est fait naturel, que c'était étape par étape, que c'était naturel à cause de la tendance humaine de faire des échanges, de vendre, d'acheter, et que ça avait commencé localement et ensuite que ça avait pris de l'expansion et de petits capitalistes, ensuite national, international. Et alors que tout était naturel. Mais en fait, si on creuse un peu plus profondément, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Le fait que les échanges internationaux étaient forcés par les États coloniaux et les marchands coloniaux. Il y avait plusieurs, donc le profit était important et contrôler le monde, si vous voulez. Si on peut ainsi dire, c'était les raisons géopolitiques, si vous voulez. Donc, on commence avec 1492, sur une peinture de plusieurs qui décrit Christophe Colomb, qui arrive, ce qu'on appelle maintenant les Amériques. Et peut-être une note en passant, là, les échanges internationaux, les enjeux qui entourent cela, ça n'a pas commencé en 1492. En fait, ça a commencé, l'agression internationale, ça dure depuis longtemps. Et si on étudie l'anthropologie, c'est bien documenté que même les anciennes tribus, les anciennes civilisations, les échanges commerciaux étaient le produit d'agressions étrangères. Ça pouvait être paisible, mais ça n'a pas commencé vraiment en 1492. Mais il faut commencer quelque part. Et on a seulement 45 minutes et non 10 heures. Là.
J'ai choisi cette date-là parce que c'est pas étranger à ce qu'on étudie. Alors, Christophe Colomb arrive dans les Amériques qui va refaçonner l'économie, la façon que c'est géré. Alors, ici, cette période-là, ça correspond à la montée de l'Empire espagnol dans les 15e, 16e siècles. Et quand les Espagnols sont arrivés dans les Amériques, et il y avait une recherche pour des matières premières. C'est une tendance coloniale qu'on voit encore de nos jours, mais aussi intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y avait déjà des avocats espagnols qui parlaient de la liberté de commerce, l'infériorité des cultures indigènes et aussi de la fraternité des humains, que ces envahisseurs-là avaient un droit naturel de faire des échanges avec les Autochtones. Et s'ils n'avaient pas le droit naturel, mais ça pouvait être pris comme un acte hostile de leur refus, donc ils pouvaient se reprendre, se revenger. Et c'est pourquoi il y a eu tant de massacres dans la région, parce que ce n'est pas tous les Autochtones qui étaient d'accord pour accepter les envahisseurs et ce qu'ils voulaient faire au niveau du commerce. Alors ça, c'est le début de quelque chose qui va progresser, qui va se développer dans les années suivantes. Donc, des entités privées qui établissent des règles sur des échanges commerciaux. Avant cela, des règles qui vont gérer des échanges commerciaux, tout cela. Maintenant qu'on a de nouveaux moyens de transport, plus facile de voyager et tout cela, et c'était plus facile de se rendre un peu partout dans le monde et d'arriver et d'envahir différents territoires, mais d'arriver avec des règlements dès le départ. Donc, on a vu la montée de plusieurs grosses compagnies coloniales. On voit ici East India Company, ça c'est des Anglais, la Dutch East India Company, Royal English African Company et deux compagnies qui sont plus comme au Canada et aussi la Nouvelle-France, Compagnie de la Nouvelle-France et la Compagnie de la baie d'Hudson. Et je pense qu'il y a encore des magasins là, qui s'appellent la baie d'Hudson. Alors, ils ont ils ont joué un rôle prépondérant pour l'établissement du Canada et d'amener ces nouvelles façons de gérer les activités capitalistes, les échanges commerciaux. Alors, l'influence des grosses compagnies coloniales, si on revient à la géopolitique du XVIIe siècle, il y avait plusieurs des pouvoirs européens comme la France, Grande-Bretagne, Hollande. Alors, ils investissaient de l'argent et ils établissaient des réseaux internationaux. Alors, le problème avec ces États-là, il n'y avait pas tant d'argent, mais il n'y avait pas de réseau. Tout ce qui pouvait être fourni aux compagnies coloniales, c'est pourquoi on avait comme une alliance entre les États coloniaux et les compagnies coloniales. Alors, ils pouvaient fournir l'argent des réseaux qu'ils avaient pour aider les États à se battre contre d'autres États et en retour, les États leur accordaient des droits. Et là, les compagnies coloniales ont été les premières, sont arrivées dans les nouveaux territoires. C'était pas nouveau pour les gens qui vivaient là, mais c'était nouveau pour les Européens.
Donc, alors, ce sont les compagnies qui ont joué un rôle primordial. Quand ils étaient dans les nouveaux territoires, on leur donnait des droits souverains, disant que, par exemple, ils pouvaient avoir des armées, ils pouvaient imposer des taxes et ils pouvaient massacrer les gens sur leur territoire. Ils agissaient comme au nom de l'État. Et parce que ces compagnies-là se faisaient compétition, certaines étaient assez agressives au niveau des stratégies, comme par exemple la Dutch East India Company développé des doctrines internationales qui étaient agrégées pour elles et pour justifier leur comportement agressif. Ce gars ici, Hugo Grotius, était un avocat qui était brillant à ce moment-là. Il était au début de la vingtaine. Il a été embauché par la compagnie Dutch East India Company pour développer des doctrines d'échanges internationaux qui favorisaient les intérêts de la compagnie. Alors, ce que la compagnie faisait, même si c'était agressif, attaquer les flottes de d'autres compagnies, parce que Hugo Grotius avait développé des règles sur la liberté d'échange. Tout était légitimisé, tout était correct, parce que c'était un droit international. Et sa doctrine était tellement populaire qu'ils ont été adoptés par plusieurs autres compagnies après cela, dans les années suivantes. Alors, c'est un des premiers piliers des échanges internationaux. Et Hugo Grotius est encore considéré aujourd'hui comme l'un des pères du droit international. Alors, ces compagnies-là, d'entreprises commerciales, à des acquisitions impériales et même une gestion impériale. Ils le faisaient au nom de l'État dans les colonies. Donc, ça a commencé à être un peu flou là, entre l'intérêt public et privé. C'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui, de fait. Mais c'était le point de départ de quelque chose qui allait devenir, jusqu'à aujourd'hui, quelque chose qui deviendrait normal et qu'on voit la confusion entre les intérêts publics et privés. Alors, les compagnies transnationales et la conséquence, c'est que les échanges internationaux et le droit international étaient interconnectés. Un premier exemple de cela, c'est la première guerre de l'opium dans les années de 1839 à 1942. Lorsque la Chine a interdit l'opium en ce temps-là, dans les années 1830, parce que l'opium avait un effet dramatique sur la population, du côté social et du côté santé, mais les échanges opium étaient faits par la East India Company. C'est un gros joueur. Alors, ils ne bénéficiaient pas s'il y avait un contrôle. Donc, il y a eu une guerre entamée par l'Angleterre contre la Chine parce qu'ils pensaient que cette interdiction-là était une attaque sur la liberté commerciale que celle que la compagnie devrait avoir, parce que ce serait nécessairement un droit naturel. Donc, il y a eu une guerre. Pendant quelques années, l'Angleterre a gagné et l'Angleterre a imposé ce qu'on appelle une capitulation à la Chine. Et c'est là que Hong Kong est devenu anglais et ça a été renversé et la compagnie East India
Et ils se battaient aussi, il y avait leur propre armée. Et ils pouvaient continuer la vente d'opium en Chine après la guerre. Donc, cela a donné l'origine, ce qu'on appelle maintenant la loi sur l'investissement international du 19e siècle. Il y avait de plus en plus de doctrines qui étaient développées, formulées, et celle la plus importante, c'est la protection des investissements. Et on voit beaucoup de cela aujourd'hui. Ça veut dire que quand un pays était hostile à un autre investissement étranger, disons, peut-être une attitude hostile contre des investissements étrangers, comme ça s'est passé comme la guerre de l'opium, c'était considéré comme un acte de guerre contre l'État aussi de cette compagnie-là. Donc, l'État pouvait se revenger contre ceux qui empêchaient l'inspection. Alors, il y a plusieurs exemples au niveau français. On a attaqué le Mexique quand les boulangeries ont été envahies au Mexique. Les Français, quand attaquent les boulangeries, ce n'est pas une force en France. Alors, ils ont envoyé une flotte au Mexique. Même chose aux États-Unis, et il y a plusieurs exemples de cela. Donc, cette question-là de protection des investissements a mené aussi au début du système judiciaire internationalisé. Ici, on voit la Cour d'arbitration à La Haye au 19e siècle. La raison, c'est qu'on ne veut pas aller en guerre tout le temps. Question, ça coûte l'argent, ça coûte des vies. Et ce n'est pas l'idéal économiquement. Alors, l'idée de l'internationalisation du système judiciaire, donc, c'est de créer des tribunaux internationaux qui, essentiellement, décideraient, régleraient les conflits, les différends, mais ces tribunaux-là réglaient les disputes basées sur les concepts de l'Ouest de l'Europe, alors, trésor privé, tout cela. Alors, ils se foutaient des Autochtones, essentiellement. Même s'il y avait des valeurs différentes, ce n'était pas tenu compte. Mais ces tribunaux-là étaient vus comme très légitimes et très impartiels. Alors, donc, c'était le début de quelque chose qu'on voit encore de nos jours. Mais le problème, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation commence. Plusieurs des pays colonisés sont devenus indépendants. Et le problème avec les anciens colonisateurs, les anciens investisseurs, ils voulaient protéger leurs actifs et voulaient que c'est capable de même de continuer à investir et protéger leurs intérêts dans ces pays-là. Donc, à la fin des années 50, début des années 60, il y a quelques conventions internationales ont été mises au point et mises ont été développées pour encourager d'autres investisseurs et protéger leur investissement dans ces pays-là.
étant donné qu'à ce temps-là, c'était pas généralisé, la moitié du monde était du côté américain et l'autre moitié était du côté des Soviétiques. Et au début des années 80, quand le bloc des années 90, avec l'effondrement du système soviétique, alors, donc, ces lois-là ont été élargies à tout le monde. Et c'est pourquoi on peut voir sur le graphique vous voyez les différents traités qui ont été signés. Il n'y en avait pas beaucoup allé jusqu'au début, jusqu'en 1990. Et tout à coup, dans les années 90, on a une avalanche de traités bilatéraux, d'investissement, parce que tout le monde veut adopter ce nouvel ordre mondial. Alors, les nouveaux pays ou des pays qui sont sortis du pays communiste devaient prouver qu'ils n'étaient plus communistes, qu'ils étaient prêts à embrasser ce nouveau monde capitaliste. Alors, ils ont signé tous ces traités-là, et presque tous les pays, et maintenant, on a 2659 des ententes bilatérales. Presque tous les pays ont cela maintenant. Alors, c'est la même chose aussi pour les ententes d'échanges commerciaux internationaux. Alors, on voit comment ça a monté rapidement, là. Alors, on voit de plus en plus de ces traités-là. Il y en a un qui a été signé par le Canada, la LENA, et l'autre, là, avec l'Europe. C'était un peu l'entente, une des plus modernes. Alors, comment est-ce que le régime d'investissement actuel, comment ça reflète son patrimoine colonial? Ici, c'est une photo de gens qui construisent un chemin de fer. C'était la côte au Ghana, la Côte d'Ivoire, en ce moment-là. Et c'était pour relier une mine jusqu'à la côte pour exporter. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les infrastructures coloniales et investissement, ça amène des choses aux pays, soit dit en développement. Mais ça a été construit surtout pour les compagnies, pour faire affaire, plutôt que dans l'intérêt du public. Et c'est quelque chose qu'on voit encore de nos jours. Alors, donc, ici, un économiste a dit la division internationale du travail, le marché du travail entre les zones centrales et périphériques, ce n'est pas seulement le produit d'une distribution au hasard de ressources naturelles ou factorielles autour du monde. Ça amène en jeu le contrôle des chaînes d'alimentation, des réseaux de distribution et aussi un contrôle à plusieurs facettes. Donc, durant le colonialisme, tu avais l'économie mondiale qui avait un centre. Le centre était les États coloniaux, surtout en Europe. Les États-Unis n'étaient pas une puissance coloniale à ce moment-là, malgré que c'est devenu le cas sur l'Amérique latine. Et le but de ces États coloniaux, c'était de façonner l'économie pour qu'elle favorise les compagnies coloniales. Alors, l'image ici, c'est un Indien, un tisserand, et avant que les Anglais colonisent l'Inde, ils avaient une très bonne industrie textile. Ils vendaient
toutes sortes de textiles autour du monde et ça fonctionnait très bien. Quand les Britanniques sont arrivés, ils ont changé cette économie-là et ils ont fait de l'Inde un exportateur de matières premières qui était envoyé aux manufactures anglaises et eux autres faisaient le produit fini, le linge, et le retournaient en Inde. Alors, l'Inde est passée d'exportateur et est devenue maintenant un importateur. Donc, ça a eu un impact économique et social sur le pays. De nos jours, on peut voir que la tendance se répète et ça se répète si on veut garder des pays à la périphérie, les garder pas comme sujet, mais on veut façonner leur économie parce qu'ils vont aider les grandes puissances, la Chine, les États-Unis, Canada et autres. Donc, je vais donner quelques exemples. J'en ai choisi quelques-uns, différents enjeux. Et il y en a qui sont l'agriculture et l'alimentation. Étant donné qu'on parle avec l'UNF, alors cette image-là montre les routes les routes d'échange de la Dutch East India Company. La nourriture et l'agriculture ont toujours été centrales aux échanges internationaux. Et à ce moment-là, les échanges au niveau des épices étaient très, très importants. Et cette compagnie-là, Dutch East India, était un leader dans cette industrie-là autour du monde. Alors, c'était central, c'est encore essentiel aujourd'hui. Alors, j'ai parlé de l'entente, l'ALENA, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, mise en œuvre en 1994. Et souvent, on parle des impacts au Mexique, comme inonder la production de maïs, là. Alors, il y avait beaucoup de maïs subventionné des États-Unis qui allait au Mexique. Les fermiers locaux ne pouvaient pas faire compétition, perte de 2 millions d'emplois. Donc, ça a causé un exode, une migration vers les États-Unis et le Canada, probablement. Un autre exemple aussi, et dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'industrie de production d'avocats. C'est intéressant, on parle, il y a des gagnants et des perdants. Alors, quand on parle de la façon comment le maïs a fait des dommages au Mexique, mais on peut dire, OK, regardez les avocats, la production d'avocats. Et c'est vrai, oui, ça s'est épanoui au Mexique. Le Mexique est devenu un gros exportateur d'avocats aux États-Unis et au Canada. Je n'ai pas les chiffres, donc je vais mentionner celui des États-Unis. Mais à l'arrière-plan, si on creuse un peu plus, on peut voir que c'est plus compliqué que cela. Alors, en plus grand détail, les importations d'avocats étaient interdites aux États-Unis entre 1914 et 1997. Alors, donc, ça a été renversé. Alors, maintenant, les États-Unis importent 87 de ces avocats de la région de Michoacán, au Mexique, une augmentation de 30 fois à partir de 2000. Et la section dédiée aux vergers d'avocats a plus que doublé. Donc, on pourrait dire oui, il semble que l'industrie de l'avocat a amené des bienfaits à la population et à un pays. Mais si on regarde les impacts, au-delà des impacts, alors qui gagne
de ce boost en avocat, ce n'est pas vraiment la population. Alors, il y a des changements environnementaux dévastateurs, consommation de l'eau, augmentation des produits agrochimiques et une augmentation de la violence, parce que l'industrie de l'avocat était réglée, surtout dirigée par les mafias locales et les organisations criminelles locales. Alors, c'était eux qui bénéficiaient beaucoup de ce boom, pas vraiment les fermiers. Et ça a été documenté, je pourrais vous envoyer des sources là-dessus. Alors, un autre exemple, donc les échanges et le développement. On pourrait parler de développement juste lui seul, le développement, juste une demi-heure là-dessus, le développement, mais une des choses qu'on entend beaucoup, c'est que les échanges commerciaux, les ententes d'échanges commerciaux internationaux, alors qui amènent le développement aux pays en développement. Un exemple, c'est ce que l'Union européenne essaie de faire avec les ententes de partenariat avec les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, et on peut voir que c'est surtout les anciennes colonies ou colonialistes dans ce cas-ci. Alors, le problème avec ici, ces ententes-là, c'est que ça fait mettre en vedette les positions contradictoires de l'Union européenne, qui parle, on peut parler de d'autres pays, mais l'Europe dit que ça va amener le développement dans les pays de l'Afrique, qui vont pouvoir exporter plus, développer une industrie, mais en même temps, ils demandent aux pays africains d'ouvrir leur économie, d'avoir des ententes libre-échange en matière de développement, alors que les industries locales ne sont pas aussi développées que les grosses industries en Europe. Alors, ce qu'on demande, quand on met ça en vigueur, quand on pousse pour une entente commerciale d'échange, libre-échange, en fait, on leur demande de faire compétition avec de grosses corporations de l'Europe. Et évidemment, ce n'est pas une égalité des chances, là. Ce n'est pas une compétition égale, là. Et c'est une position, donc, contradictoire qu'on a vu que juste qu'utilise, il y a cet exemple-là, il y en a plusieurs autres. L'histoire a montré que les nouvelles industries doivent être protégées et que les pays n'ont jamais aidé les nouvelles industries sans protectionnisme. Regardez plusieurs pays, Chine, États-Unis, Japon, tous les grands joueurs dans le monde là, qui ont de grosses industries, ils ont tous commencé par protéger leur marché et les protéger d'une manière drastique, alors même qu'ils ont alors, ils demandent aux pays de développement, avec des industries décentes, d'ouvrir leur économie. Et ça n'a jamais fonctionné. Mais c'est quand même central à ces ententes-là. Donc, ça démontre, et ça donc ramène en question quel est l'objectif réel de ces ententes de libre-échange. J'ai mentionné un exemple de l'Inde. C'était l'idéal de façonner l'économie de l'Inde, favoriser l'Angleterre. Alors, on voit que ça suit la même traduction, comme le Kenya, qui vient de signer une entente avec l'Union européenne. Le Kenya exporte des fleurs, pas pour les gens du Kenya, mais vers l'Europe, des fèves et autres produits qui sont faits pour la consommation européenne.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui est produit par la population locale. Et donc, plusieurs en subissent les conséquences en Afrique et ailleurs. Alors, ils continuent à maintenir le cadre colonial, si vous voulez, que les grosses corporations qui cherchent de la matière, alors peu de valeur ajoutée de ces pays colonialisés. Alors, ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce qui se passe. Mais en bout de ligne, est-ce qu'ils bénéficient, ces pays-là? Est-ce qu'ils leur permettent de développer? On peut le voir. Ici, en français, tu as de la poudre de lait, des abats, du poulet congelé. La France exporte des produits à bas coût aux effets délétères dans ces pays-là. Alors, quand ils exportent, c'est quelque chose à basse valeur. C'est envoyé en Afrique. Alors, un autre cas ici, pour le Kenya. Alors, l'entente libre-échange Europe et l'Inde, et ça montre le manque de cohérence. Ils disent toujours que ça va aider le développement de ces pays-là. Alors, cette entente-là, ils appellent ça le chapitre de développement et d'échange durable. Alors, ça peut avoir différents noms, mais ils sont tous supposés d'aborder tous les problèmes qui seront causés par les ententes de libre-échange et qu'il va y avoir un sort magique qui va aborder tous ces problèmes-là. Donc, d'un côté, on crée des problèmes, et par contre, on dit qu'on va les aborder là-dedans, mais ça n'a jamais fonctionné. Et c'est quelque chose, et c'est aussi vieux que l'histoire de tous les ententes. Si on revient à l'ALENA, ça avait été débattu à l'ALENA avant Clinton, et ça incluait des choses similaires. Le travail, le marché du travail, l'environnement et tout cela, que ça serait enchâssé dans l'ALENA. Mais en même temps, en revenant pour l'Inde, l'Europe a forcé l'Inde à ouvrir son marché aux compagnies européennes qui voulaient accès aux politiques d'achat pour bâtir les autoroutes, des ponts et tout cela. Le cafétéria, peu importe le problème. Donc, les politiques d'achat dans le monde en développement, surtout en Inde, c'est étudié pour appuyer les industries locales et les groupes de femmes et tout cela. C'est ce qu'on dit que ça va aider les entreprises villageoises. Alors, même si on inclut ces choses, ces chapitres-là dans l'entente de libre-échange, et qui n'est pas applicable, n'est pas obligatoire. En même temps, il y a des dispositions à l'effet que c'est comme une attaque directe sur le développement des entreprises locales. Donc, ces compagnies-là vont être dépassées par les compagnies plus grosses qui viennent de l'Europe. Nicolas, note au niveau du temps. Il reste environ 5 minutes. Alors, on voit, est-ce que ça fonctionne et de quel évidemment est-ce qu'on parle? Et quand on parle du développement des riches corporations de l'Ouest, de l'Occident. Alors, un exemple rapide pour accélérer. Alors, protection d'investissement, j'ai parlé
du règlement des disputes entre les États qui c'était au 19e siècle et qui existe encore, qui a été modernisé. Alors, voici, ce système veut dire que ce mécanisme, quand un pays met en application une nouvelle loi, même si c'est pour l'environnement, protection des travailleurs, de nouveaux secteurs, quelque chose qui nuit à la santé, la compagnie a le droit de poursuivre en justice, d'aller en arbitration parce que ce règlement-là a affecté son potentiel d'investissement ou de ses revenus projetés. Donc, c'est un legs direct de cela. Ces tribunaux-là vont souvent, la plupart du temps, décider en faveur des grosses compagnies parce qu'ils ont leur propre armée d'avocats. Et la base de la décision, c'est les traités sur l'investissement et ces dispositions qui vont refléter les intérêts des compagnies. Donc, il n'y a pas de protection à l'environnement, ça ne reflète pas les choses importantes. Donc, et on peut voir les États, les compagnies, les cas. Quand on regarde le deuxième tableau, les États-Unis, la Hollande, les Pays-Bas, plutôt, les Royaumes-Unis, et c'est là que la plupart des poursuites viennent et on voit que ce sont des anciens pouvoirs de colonisateurs. Alors, les États-Unis ont une très grande influence sur la région de l'Amérique latine depuis le 19e siècle. Alors, un des cas qui est soulevé dernièrement, c'est Prospera versus Honduras. Alors, Prosperus avait été accordé par l'ancien gouvernement du Honduras d'avoir faire affaire dans une zone sans règlement. Le nouveau gouvernement a décidé de renverser cette loi-là qui permettait à Prospera de faire ce qu'il voulait, mais pour se revenger, Prospera a décidé de poursuivre en justice le Honduras et demande 10 milliards de dollars américains. Et le cas est encore en cours. Donc, il faut, pour conclusion rapide, l'impact économique de ces ententes-là et même les chiffres des États-Unis, vous voyez, donc 14 ententes avec 20 pays depuis 1985 à 2017, 0,5 augmentation du PIB et 3% au niveau de l'emploi, et c'est surtout pour les hommes avec plus d'éducation. Donc, il y a plusieurs études qui démontrent qu'il n'y a pas de preuve empirique que les traités d'investissement et la protection vont augmenter l'investissement direct étranger. Et on voit plusieurs exemples là, à l'écran. Alors, finir avec une autre citation du directeur de la division des stratégies de développement, de la globalisation, mondialisation. Les Nations unies dit les ententes collectives de libre-échange ne sont pas libres. Et ce n'est pas à propos des échanges, ce ne sont pas des ententes. Quand on les signe, on a les mains liées, on devient comme un prisonnier de ces normes et réglementations. Ce n'est pas une question d'échange, ce n'est pas d'échange de biens et de services, c'est à propos ce ne sont pas des ententes parce qu'ils ont imposé à ces États-là la plupart du temps. Alors, je vais arrêter là. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Nicolas. C'était très intéressant.